Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Gansman, bonjour Félix Mathieu. Bonjour Valérie. Aujourd'hui, évidemment, nous revenons sur l'affaire Liana, la mort de cette petite fille, l'assassinat de cette petite fille dans le Gers. Le ministre de la Justice réunit les procureurs, on va essayer de comprendre les dysfonctionnements qui ont pu intervenir. On va être dans un instant avec Jean Sagné, maître Sagné, avocat de l'association Innocence en danger, pour évoquer les dysfonctionnements qui ne sont pas nouveaux. On voit tout le monde s'émouvoir. Néanmoins, l'association Innocence en danger alerte depuis des années, puis à 11h évidemment, avec vos appels, vos témoignages qui étaient déjà très nombreux vendredi et qui nous racontaient ces dysfonctionnements. 0826 300 300 que vous évoque cette affaire. On sera avec vous. Et Gilles, avec vous dans le zapping, pas de côté. Pas de côté. Enfin, ça fait beaucoup parler ce week-end. Bernadette, qui était très chouette. Ouais. Et la disparition de Bernadette Chirac. On verra si c'est une époque politique qui s'en va. Parce qu'elle était évidemment engagée derrière son mari, Jacques Chirac, mais c'était aussi une vraie politicienne, mais avec une certaine classe. On pourra en parler avec nos débatteurs et nos auditeurs au 0826 300 300. Qu'est-ce que c'est J-3, si je vous dis J-3? Alors, la Coupe du Monde. Vous n'êtes pas prêts? Vous avez pas sorti les cahuètes et les saucissons et les maillots. Et les maillots. Voilà. On parlera des maillots. Alors, c'est un vrai business, hein. Hier, d'ailleurs, il y a eu un reportage sur M6, juste incroyable sur le business des maillots. Et puis, je vous parlerai de quelque chose d'assez incroyable. Les Français ont 2 fois plus d'or chez eux que la Banque de France. Ce sera tout à l'heure à 10h30. C'est quoi le problème? On voudrait bien savoir, on voudrait bien avoir la réponse après le choc de la mort de la petite Liana dans le Gers. Je disais, le ministre de la Justice réunit ce matin tous les procureurs généraux, action-réaction. Est-ce que ça va changer quelque chose, cette petite phrase sur laquelle on pourra revenir? Personne ne partira en vacances, dit Gérald Darmanin. Ça semble assez dérisoire par rapport à l'ampleur du problème. Oui, il les a convoqués à 8h30, les procureurs généraux des 36 cours d'appel du pays, pour leur demander une revue des affaires de violences sexuelles qui impliquent des enfants. Il y en aurait 70 000. Effectivement, il l'a dit Gérald Darmanin, on va prendre toutes les plaintes. Il n'y a pas un haut magistrat qui va partir en vacances tant que ce recensement n'aura pas été fait. Alors, après la marche blanche d'hier à Fleurance, des associations féministes et des associations de protection de l'enfance aussi en appel à se rassembler aujourd'hui devant les tribunaux. Le ministre de la Justice, d'ailleurs, a présenté les excuses de l'institution judiciaire à la famille de Liana. Alors évidemment, des syndicats de magistrats parlent des parquets engorgés pour cause de juges et de greffiers en nombre insuffisant. Néanmoins, la question des moyens est-elle la seule en cause? Oui, justement, le président de la République l'a un peu évacué, cette question des moyens, en disant que dans cette affaire Liana, c'était plus grave que ça, qu'on était au-delà de ça, qu'il y avait eu une négligence. On rappelle que le suspect, en tout cas, n'avait toujours pas été entendu au bout de plusieurs mois de procédure, depuis la plainte, malgré des éléments d'enquête accablants, des antécédents aussi qui était quand même très inquiétant. Il y en avait déjà eu des plaintes. Restent les chiffres quand même qui disent le sous-effectif. Selon la Conférence nationale des procureurs de France, notre pays compte 3 procureurs pour 100 000 habitants, contre 12 en moyenne en Europe. Autrement dit, donc, la France compte, semble-t-il, 4 fois moins de procureurs par habitant que la moyenne européenne tout de même. Et ça a des conséquences au quotidien, racontait maître Pierre-Olivier Sûr, avocat pénaliste, ancien bâtonnier de Paris. Il était l'invité de Jacques Cardoz dans le Grand Matin Sud Radio. Regardez, qu'est-ce qui se passe pour nous, avocats, quand on dépose plainte? Bordeaux, qui est une juridiction où je connais bien, on dépose plainte pour une jeune fille qui a subi des atteintes. Il se passe rien. On appelle le parquet, il vous prend pas au téléphone. Réponse, ouais. On appelle les gendarmes, rien. On appelle le maire de la ville. Alors lui, le maire, il fonctionne. Il appelle à droite, à gauche. Et enfin, vous arrivez à voir les gendarmes. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent, les gendarmes? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ah maître, oui, mais vous savez, on a beaucoup d'affaires en ce moment. On le mettra sûrement en garde à vue dans quelques mois. Et entre-temps, il est toujours là, sur zone. Alors lui, on appelle à développer Cassiopée. C'est le système intranet des parquets, à mieux communiquer entre gendarmerie, police et justice. Parce que dans ce dossier Liana, le magazine Le Nouveau Détective affirme que le parquet aurait demandé par courrier aux gendarmes d'arrêter Jérôme Barella en février, une demande qui n'a pas été suivie des faits. On ne sait pas trop ce qu'est devenu ce courrier. Une inspection, en tout cas, justice, gendarmerie, éducation nationale, doit rendre ses conclusions sous 15 jours pour faire la lumière sur les défaillances dans cette affaire.
alors on est en ligne avec Jean Sagnier, avocat d'innocence en danger. Bonjour maître, merci d'être avec nous ce matin. Pour vous, ce que vous dites, c'est que l'affaire Liana révèle un fonctionnement ou un dysfonctionnement structurel de la justice, ce n'est pas un fait isolé. Bonjour maître. Oui, bonjour, non, je ne vais même pas parler de dysfonctionnement. Je ne vais pas parler de dysfonctionnement parce qu'un dysfonctionnement, ça se corrige. Là, on est face à un système qui fonctionne comme il est prévu qu'il fonctionne, c'est-à-dire qu'il enraye absolument partout. Ce que dit Maître Sûr est absolument certain. Nous avons dans nos cabinets, et actuellement, alors à cette heure-ci, les enfants sont à l'école, je peux en parler. J'ai dans un périscolaire 2 enfants, 8 ans, qui dénoncent les jeux scatophiles et urophiles de l'animateur. Les dénonciations sont très précises. Le comportement de l'animateur ne laisse pas un instant douter que cela ne puisse se qualifier que de viol. Eh bien, la plainte est déposée le 17 avril, l'individu est mis en garde à vue, et puis, à l'issue de sa garde à vue, aussi stupéfiant que cela puisse paraître, il est remis en liberté. On apprend que peut-être que l'enquête va se poursuivre, probablement deuxième quinzaine de juillet, parce qu'il n'y a pas de psychologue susceptible d'accueillir la parole de l'enfant avant la deuxième quinzaine de juillet. Il faut que l'affaire de la petite Iliana sorte pour que la gendarmerie s'aperçoive que s'il y a la possibilité d'écouter cet enfant ce matin, on est donc le 8 juin. Voilà comment ça se fonctionne. Oui, et ces plaintes pour agression sexuelle sont de plus en plus nombreuses également. Donc, est-ce que c'est une question de moyens ? C'est ce que disait une magistrate en disant les dossiers s'accumulent et on n'a pas le temps de les traiter, ou on ne peut pas. Il y a toujours des priorités sur des priorités. Je reprends. Vous dites c'est pas un dysfonctionnement, c'est effectivement le système en lui-même qui disjoncte complètement. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors oui, bien entendu qu'il y a une question de moyens, bien entendu qu'il n'y a pas assez de magistrats, bien entendu qu'il n'y a pas assez de temps, pas assez de personnel, pas assez de tout. Mais surtout, il n'y a pas assez de volonté. Parce que l'on voit dans ce dossier que on pouvait très bien, avec un simple appel téléphonique, à l'issue de la première affaire extrêmement grave, parce que cet individu, il va progresser, il progresse très tranquillement. Relation inappropriée avec un mineur de 17 ans, ça passe à l'as. Bon, très bien, il n'y a pas d'infraction. Donc on passe au stade supérieur, viol. Pas de souci, on viole aggravé, viol répété, pas de souci, il se passe rien, on passe au meurtre. Et ça, c'est une évolution qui a mis plusieurs années. Donc très clairement, si à l'issue de la première très grave affaire, celle de la petite Rosa, au lieu de répondre à la maman, arrêtez de venir nous emmerder, sinon c'est nous qu'on va criminaliser, c'est vous qu'on va criminaliser. Vous vous rendez compte de cette maman qui a avec elle cette petite fille qui a été violée à plusieurs reprises et qui se voit par des hommes en uniforme se dire « Madame, ne venez plus parce que sinon on va engager des poursuites à votre encontre ». Vous croyez que ça, c'est une question de moyens ? Non, c'est pas une question de moyens. Enfin, c'est une question de moyens peut-être parce que les policiers sont débordés, que ils sont pas formés, ils ne veulent pas être formés. Moi, j'ai une gamine qui dénonce l'inceste paternel et comme c'est filmé en salle Mélanie. Oui. Les policiers tournent autour d'elle. Elle dénonce le viol de papa, et puis à un moment, donc ils vont fumer, ces 3 gaillards qui rôdent autour de la gamine, et puis à un moment, il y en a un qui prend son poing, il tape du poing sur la table et lui dit « Tu vas arrêter de mentir maintenant ?» Et l'enfant s'effondre, elle se met à pleurer, elle s'effondre, elle tremble. Que fait la mère ? La mère va prendre l'enfant et elle va fuir en Australie. Ouais. J'ai effectivement entendu un cas comme celui-là, d'une dénonciation d'une agression sexuelle sur un enfant, et le policier qui enquêtait c'était un tout petit, donc n'a pas entendu l'enfant, n'a pas entendu la personne mise en cause, et a dit à la mère non, ce n'est pas vraisemblable, on s'arrête là. Et il y avait quand même un certain nombre de choses qui indiquaient qu'il avait pu se passer quelque chose, donc c'est insupportable. On est dans un déni systématique. L'inceste maternel est rare.
Oui. J'ai un dossier dans lequel l'enfant dénonce l'inceste maternel. Il se passe ce qu'il se passe toujours dans les dossiers, c'est-à-dire que les magistrats ont la volonté de confier l'enfant qui dénonce l'inceste à l'incesteur. C'est malheureusement quelque chose que l'on observe. Ouais. Donc le magistrat dit à la petite fille, eh bien écoute, on va te confier à maman. Cet enfant est tellement bouleversé qu'en sortant de l'audience, elle n'a qu'une envie, c'est de se suicider. Elle cherche tous les moyens de se suicider. Son père la prend par la main, l'amène à l'hôpital. À l'hôpital, on lui dit, on va la garder 8 jours. On est en mai, fête des mères. La mère vient à l'hôpital le jour de la fête des mères pour voir sa fille. Le pédopsychiatre lui interdit l'accès à sa fille. Eh bien, que se passa-t-il quelque temps plus tard? On dit au père, je vous interdis désormais de parler à votre fille. Il n'aura plus le droit de parler à sa fille, sauf en présence de 2 personnes de l'aide sociale à l'enfance qui vont tout contrôler, qui vont pouvoir mettre un terme immédiat. Et lorsque le temps aura suffisamment passé, on va à nouveau confier l'enfant à la mère. Voilà où on en est. Donc on a un problème de formation. Formation des enquêteurs, formation des magistrats, formation de toute la chaîne. Moi, je ne peux qu'espérer que ce que dit Gérald Darmanin, qui a manifestement véritablement envie de procéder à des formes structurelles, puisse ne pas se limiter à des discours innocence en danger, avec Omer Asseli à sa tête, lutte depuis maintenant 40 ans. Ouais. Et depuis 40 ans, nous entendons le même discours. Nous entendons les politiques, à chaque fois qu'il y a une affaire importante, venir s'émouvoir, venir faire des déclarations. Et puis chaque déclaration, chaque événement chasse l'autre. Et nous ne voyons rien. Alors, peut-être que cette fois-ci, on y place tous nos espoirs. On place tous nos espoirs d'abord dans cette manifestation qui aura lieu ce soir devant tous les tribunaux. Manifestation des citoyens. Oui. Citoyens, ça n'est pas des gens syndiqués ni des gens engagés. Ce sont les citoyens qui veulent dire « Nous ne pouvons plus croire dans une justice qui n'est plus capable de protéger les plus faibles. Une justice qui ne peut pas protéger les enfants n'a plus aucune raison d'être. » Alors, on va y revenir avec vous, Maître Jean Sagnier, avocat d'Innocence en danger, formidable association qui fait, vous l'avez dit, un boulot considérable avec Omer Asseli qui se bat depuis 1999, fondation de cette association et inlassable lanceuse d'alerte. On se retrouve dans un instant, on aura Olivier en ligne avec nous, à tout de suite. 10h midi, Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. On est ensemble avec vous sur Sud Radio dans ce 10h midi pour évoquer en grande partie dans cette émission le choc après la mort, l'assassinat de la petite Liana dans le Gers. Le ministre de la Justice réunit ce matin tous les procureurs généraux. On est en ligne avec Jean Sagnier, avocat d'Innocence en danger. On a Olivier, un auditeur qui voulait réagir. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Bonjour. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire ? D'abord, le fait qu'il y ait un écœurement global qui dépasse, pour moi en tout cas, qui dépasse le cadre de ce qui se passe en ce moment, à savoir, je vais faire un raccourci qui paraît bizarre, mais réchauffement climatique, pollution de la planète, tout ça pour que l'humanité produise ça, je suis effondré. Qu'on détruise la planète et que nous, entre nous, on n'arrive pas à faire mieux que ça, franchement, je suis atterré. Après, plus précisément sur ce qu'on vient d'entendre là, moi, j'aimerais que la justice fasse une différenciation entre des agresseurs opportunistes, alors entre des criminels opportunistes. Vous avez une rancune envers quelqu'un, vous avez un conflit de voisinage, vous avez quelque chose qui est ponctuel. Vous avez devant vous un type qui a 200 millions d'euros dans sa poche, d'un seul coup vous le tuez, vous prenez son argent. C'est opportuniste. Et puis des agressions de nature. Prenez un pédophile, c'est une personne qui ne changera pas, c'est sa nature. Quand vous avez quelqu'un qui se met à suivre, moi j'ai le cas dans mon entourage, une jeune femme qui a eu le malheur de tomber amoureuse d'un pervers narcissique, évidemment elle en avait le profil parce que ces choses-là sont prédictibles. La personne qui est sur le plateau a l'air très bien renseignée, elle vous expliquera ça mieux que moi. Donc elle tombe amoureuse d'un pervers narcissique, elle finit par s'en débarrasser, le type la suit jour et nuit depuis 1 an. Ouais. Il lui a dit, si tu portes plainte, je vais en prison, je te tue. Et pour toutes les raisons qui viennent d'être exposées sur le plateau,
elle ne porte pas plainte et elle vit la peur au ventre. Elle rentre chez elle à 3h du mat, le mec est sur le parking dans sa voiture. Donc, je voudrais bien que mon code, le code le code pénal, fasse la différence entre je suis un agresseur parce que c'est ma nature profonde et elle ne changera pas. Mettez ces mecs-là en prison 10 ans, et ben le premier jour où ils sortent, les pulsions sont toujours là. Et les opportunistes du type, bah voilà, j'ai tué mon voisin parce qu'il me fait chier, un jour j'étais énervé, c'est un crime, mais je retombe pas sur lui, je n'aurai pas de raison de recommencer. Et il faudrait, si on arrive à déterminer que la nature de certaines pré-agressions ou comportements sont de type, on va appeler ça une déviance parce que c'en est une, eh bien on pourrait peut-être intervenir avant. Un type qui va chercher des enfants à la sortie de l'école ou qui passe son temps devant la sortie des écoles où il n'a pas d'enfants dedans, on peut le mettre directement hors jeu. Alors, sous diverses raisons, sur diverses façons. On n'est pas obligé de le mettre en prison ou quoi que ce soit. Mais il faudrait que ce type soit plus jamais lâché. Parce que lui, de toute sa vie, il ne s'arrêtera jamais. C'est sa nature. Oui, bah ça c'est la question. Les choses si on arrive à intégrer ça dans le code. Après, juste pour terminer, un autre raccourci, merci de me laisser encore un peu de temps, c'est très gentil. La justice n'a pas assez de moyens, on est d'accord. Même si on avait les moyens, on n'a pas assez de prisons. Ça fait aussi partie des moyens. Oui, bien sûr. Je vais dire un truc qui est pas politiquement correct, mais là, hasard heureux, l'agresseur est blanc et probablement avec une carte d'identité française. Donc, ce que je vais dire est vraiment quelque chose de généraliste et d'universel. On est un pays pauvre. On sait que certaines personnes qui viennent de l'extérieur nous coûtent de l'argent par leur propre nature. Non mais écoutez-moi bien. Un mineur isolé, c'est 50 000 euros par an. C'est la Cour des comptes qui le dit. Je dis pas qu'il a fait quelque chose. Et il n'envoie pas le premier euro. Si on arrêtait de faire rentrer des gens qui coûtent de l'argent, quel que soit, même si c'est un Américain ou quoi que ce soit, je dis encore, l'agresseur, là, il est blanc. Oui, mais Olivier, alors là, Maître Sagnier va peut-être nous confirmer, l'essentiel des violences sexuelles sont des violences intrafamiliales, des violences commises par des proches, avant de partir sur ce sujet-là, qui en est un, effectivement, aussi sur des agressions. Maître Sagnier, je pense que vous ne me contredirez pas. À 83%. À 83%, les agressions sexuelles sont intrafamiliales, tout à fait. Mais je voudrais dire à cet auditeur une chose qui est extrêmement importante pour moi. Ne qualifions de pédocriminel que le pédophile qui a transgressé, qui a passé la ligne jaune. Il faut véritablement faire attention au langage. Le pédophile, c'est quelqu'un qui a une paraphilie, et si on stigmatise les pédophiles, ils ne pourront pas se soigner. Il est important que le pédophile sache qu'il a la capacité de ne pas passer à l'acte. Il y en a beaucoup, vous savez, il y a une étude australienne qui est sortie. Vraiment, ça se soigne, maître ? Non, ça ne se soigne pas, mais on peut ne pas passer à l'acte. On peut ne pas passer à l'acte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des traitements, il y a des traitements pour lesquels il faut être volontaire, mais certains le sont, certains pédophiles le sont. Il faut vraiment que l'on puisse faire passer le message aux pédophiles d'aller voir un psychiatre pour pouvoir ne pas passer à l'acte. C'est extrêmement important de tenir compte de ce discours. Vous savez, il y a une étude australienne qui est sortie il y a à peu près 2 mois et qui dit que un homme sur 10 a eu envie sexuellement d'un enfant. Un homme sur 10. Alors, remettons les choses en place. Peut-être l'avez-vous eu, vous aussi, moi aussi. Nous avons tous eu des envies de meurtre, mais on n'est jamais passé à l'acte. Donc, il faut aussi voir les choses qui sont en face, mais il faut aussi prendre en considération cette paraphilie, cette anomalie qui fait que l'essentiel, c'est surtout que les enfants soient préservés et que les passages à l'acte soient évités. Donc, utilisons les bons mots, pédophile et pédocriminel. Dites-moi, est-ce qu'il faudrait un parquet national dédié aux violences sexuelles? C'est une de vos consoeurs ce matin dans Libération qui signe une tribune qui dit on a des tribunaux pour répondre au narcotrafic, au terrorisme. Les violences sexuelles justifient un même niveau de compétence, d'action et de coordination. C'est maître Rachel Flore-Pardo qui dit cela. Qu'en pensez-vous ? Je pense que toutes les idées sont à explorer. Celle-ci est peut-être nouvelle. En tout cas, ce que nous voyons en France, nous le copions depuis le Canada. Le Canada nous a apporté le protocole d'interrogation des enfants. Nous avons déjà la salle Mélanie. Nous avons dans les hôpitaux les UAPET, c'est-à-dire la possibilité d'avoir plusieurs professionnels sur un même plateau. Nous avons l'Espagne à côté de nous qui a su réagir. Et puis nous avons surtout toutes les réponses
de ce qu'il faut faire dans le travail qui a été colossal et fait par la Commission sur l'inceste et les violences sexuelles. 82 préconisations qui attendent depuis maintenant, on va compter plusieurs années, que le gouvernement daigne enfin s'en occuper. Nous avons tout. Les réponses, nous les connaissons. Il suffirait de les mettre en application. Oui, mais est-ce qu'il y a la volonté politique? Est-ce que, encore une fois, c'est également la une de Libération qui reprend les mots du maire de Fleurance qui dit plus jamais ça, et pourtant, plus jamais ça recommence. C'est extraordinaire. Il y a de l'émotion, tout le monde s'indigne, il y a des marches blanches, et puis ça continue. C'est extraordinaire. Ce monsieur Beaubateau, qui est maire d'une petite commune, il ne me voudra pas de qualifier cette commune de petite, ce maire, c'est tout. Il dit tout, ce que le ministre de la Justice n'a pas compris, lui il l'a compris. C'est extraordinaire. Faut-il aller dans une petite ville à côté d'Auch pour comprendre ce qui se passe en France? Voilà. Ouais, et donc vous, Innocence en danger, vous vous êtes constitué partie civile dans l'affaire Liana. Que peut-il se passer? Quelles peuvent être les conséquences de cette affaire? Parce que Yaka Faucon réunit les procureurs, ils partiront pas en vacances. Il faut éponger 77 000 plaintes, etc., etc. On sent qu'il y a une sorte d'affolement, mais est-ce que structurellement, demain, si je vais porter plainte pour une agression sexuelle sur un mineur, ça va changer quelque chose? Les discours nous épuisent, mais à chaque nouvelle intervention, nous avons l'espoir que ce sera la bonne. Les discours ne suffisent pas, il faut derrière des actes. Nous attendons de voir ce qu'il va se passer. Forcément qu'on espère, forcément qu'on pense que M. Darmanin, qui est cash, qui va franco, même s'il dit des choses qui paraissent totalement inapplicables. 70 000 dossiers vont être traités en l'espace de quelques semaines, sans moyens supplémentaires, sans hommes supplémentaires, et sans considérer qu'il y a aussi toutes ces affaires qui ont été classées sans suite et qui ont fait l'objet d'un débat parlementaire, puisqu'un député a interpellé le gouvernement en disant mais qu'est-ce que c'est ce classement 21 là qui permet de précisément libérer du temps aux magistrats. Donc il y a toutes ces procédures qui ont été classées sans suite, et dans ce dossier de cette petite enfant, nous avons déjà des procédures de la sorte. Mais nous, Innocence en danger, nous allons nous constituer à chaque fois que c'est possible. À chaque fois qu'un enfant est victime, nous allons être présents. Et nous allons surveiller cela, et nous allons rendre compte à la presse, nous allons rendre compte au ministère, nous allons rendre compte à chacune des familles qui nous saisit, parce que c'est devenu totalement insupportable. Mais c'est insupportable depuis tant d'années que parfois il faut vraiment s'accrocher pour tenter de croire que ça va changer un jour. On continuera à s'accrocher, on continuera à croire que ça va changer. Mais il faut beaucoup d'abnégation. Mais on tape beaucoup sur les juges, mais la police, la gendarmerie est aussi en cause. J'ai interrogé hier une procureure qui me disait sur 500 plaintes, le parquet n'est saisi que de 50. Donc vous le voyez, c'est vertigineux. Vous le voyez dans le dossier, c'est le parcours du combattant que d'aller dans un commissariat ou dans une brigade territoriale de gendarmerie pour déposer plainte. Vous êtes abîmé, vous êtes remis en cause. Arnaud Gallet, l'activiste, disait que on lui a demandé si pendant qu'il se faisait violer, il avait une érection. Ouais. Ouais, non, c'est terrifiant. Est-ce que les peines servent à quelque chose? Est-ce que les condamnations servent à quelque chose? On dit on manque de prison. Qu'est-ce qu'il faut comme peine? On voit ressurgir évidemment les idées de castration chimique, de peine de mort, enfin, que sais-je encore. Est-ce que des peines plus sérieuses changeraient quelque chose, à votre sens? Il faut répondre à la demande du public. Je vais vous reparler de cet enfant qui communique à l'âge de 12 ans avec des adultes sur son téléphone portable et qui s'échange des nudes. Les hommes lui envoient des photos d'érection et elle envoie des photos de son entrejambe. Et papa s'en aperçoit. Il l'emmène au commissariat pour qu'une plainte soit déposée. Quelques jours plus tard, cet enfant, 12 ans, a tellement honte d'avoir été ainsi manipulée qu'elle est dans sa chambre et son père entend un bruit sourd, un bruit répétitif, un bruit de claquement. Il se précipite, il va voir. Le bruit, c'était les jambes de sa fille qui tétanisaient parce qu'elle s'était pendue. Alors je vous rassure tout de suite, il l'a décrochée, il a appelé le SAMU, elle est sauvée. Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne à la gendarmerie.
Et on lui dit, mais monsieur, vous savez, on a autre chose à faire. Ils ont probablement des procès-verbaux à rédiger. Ils vont pas s'en occuper. Cet homme, pendant des mois, va prendre le téléphone de sa fille pour chasser le pédocriminel. Et puis un jour, celui-ci va faire une erreur, il va se localiser. L'homme va le retrouver. Il va être jugé. Ce père de famille, avec sa fille, se lève à 4 heures du matin pour être jugé au tribunal correctionnel de Vienne. Et l'individu arrive les mains dans les poches. Et il dit à la présidente, Madame la Présidente, pour mon premier viol, je n'ai pas été condamné. Alors la présidente, finalement, le regarde, dit, mais monsieur, il faudra pas recommencer. Rentrez chez vous, on va vous mettre 12 mois de prison avec sursis, mais il faut pas que vous reveniez. Mais vous avez été entendu, vous rencontrez le ministre de la Justice de temps en temps ? Vous croyez qu'il a le temps ? Innocence en danger n'a pas été sollicité, pas plus dans le dossier pas plus dans ce dossier que dans le dossier Epstein où nous travaillons. Nous avons été les premiers à dénoncer le dossier Epstein. Je termine sur cet homme. Ouais. Il va poursuivre sa quête. Il va continuer à chercher les autres hommes qui communiquaient avec la fille. Il va en identifier un deuxième. Il va le localiser. Il va donner son nom et son adresse. Et bien maintenant, ça fait 2 mois qu'il attend. Ça fait 2 mois qu'il attend et cet homme est chauffeur routier et il m'appelle régulièrement. Il me dit, mais si on va pas le chercher, je vais prendre mon camion et je vais y aller moi-même à Strasbourg. Bien sûr. Voilà ce qui se passe. Merci maître d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. J'encourage tout le monde à aller voir le site d'Innocence en danger, voir le travail formidable que vous faites. Toutes les 3 minutes, un enfant est victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle en France. Ce sont des chiffres relatés par UNICEF. Merci encore une fois d'avoir été avec nous ce matin. Et puis je pense qu'on aura l'occasion de vous réentendre. Merci maître. Nous continuons nos débats dans un instant.